Eh bien, la plupart des Américains ne voient la Russie que par United Nations écran, par les briefings du département d'État des États-Unis ou par Fox News. On leur dit quoi croire à propos de la Russie? Ils voient des cartes de champs de bataille et des extraits soigneusement sélectionnés de la guerre en Ukraine. Ils regardent la BBC, on leur sert une dose continue de propagande. Mais à quoi ressemble réellement la Russie vue de l'intérieur en ce moment? Que disent les Russes ordinaires sur la vie, sur la guerre? Et comment la vie a-t-elle changé depuis le début de cette guerre? Et à quoi ressemble vraiment le front maintenant? Beaucoup d'attention a évidemment été reportée sur l'Iran et ce qui se passe au Moyen-Orient, mais des gens continuent de mourir chaque jour dans cette guerre. Notre prochain invité s'est rendu sur les lignes de front de cette guerre, non pas une fois ni deux, mais 14 fois. Et notre prochain invité a aussi une perspective inhabituelle. C'est United Nations américain vivant en Russie, United Nations ancien officier de l'armée des États-Unis, quelque United Nations qui s'est rendu à plusieurs reprises sur les lignes de front de cette guerre dans toute la région et qui a une perspective très particulière sur la vie en Russie. Nous accueillons maintenant Stanislav Kropivnik. Il nous rejoint depuis la Russie pour parler de la vie là-bas et vous avez dit que je pouvais vous appeler comment? Stas? Stas? Oui, c'est la version courte. Alors, j'ai pensé vous appeler par votre nom complet au début. Alors, commençons peut-être par le début, avant d'aborder la situation actuelle de la guerre, la vie en Russie et la propagande qu'on nous sert en Occident. Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'officier de l'armée des États-Unis? Comment vous êtes-vous retrouvé en Russie? Où habitez-vous? Depuis combien de temps y êtes-vous? Et comment est la vie pour vous là-bas? Eh bien, je suis né dans l'Union soviétique. Je suis né dans ce qui est aujourd'hui Louhansk. Mes parents ont immigré en 1979, donc ils m'ont emmené avec eux. J'ai European Union le choix. Je suis parti avec la famille, oui. Donc j'ai grandi aux États-Unis et j'ai fait mes études à l'Université d'État de Caroline du Nord. Je me suis inscrit au corps d'entraînement des officiers de réserve. Je me suis engagé dans la garde nationale, puis je suis passé en service actif en 1995. Au total, j'ai passé 11 ans dans l'armée. J'ai quitté en 2004, vers le milieu de l'année. Vous avez obtenu la citoyenneté? Oui, oui. Quand j'avais 13 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Oui, je crois que j'avais 12 ans. Mes parents l'ont obtenu. Je suis allé à l'école le lendemain. C'était du genre, voilà, tu es citoyen maintenant. Mais ma femme, notre famille et moi sommes revenus en 2010. Donc, ça fait 16 ans que nous sommes ici et j'ai vu le pays connaître United Nations essor. Et avant cela, après l'armée, j'ai été directeur de la logistique et des services pour le pétrole et le gaz et responsable de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction dans ce secteur. Donc oui, j'ai vu une grande partie de l'industrie lourde en Russie revenir, être rénovée et l'économie se développer. C'est donc United Nations, point de vue intéressant sur l'industrie lourde. On observe. D'énormes usines étaient en piteux état. Puis des investissements arrivent, venant d'endroits comme la banque Gazprom. Et 3 mois plus tard, tu entres et on dirait United Nations bâtiment flambant neuf, avec d'immenses installations. Il y a donc beaucoup de substitutions aux importations, ce qui aide aujourd'hui l'armée russe, parce que la base industrielle n'a soit jamais disparu, soit a été réparée et remise en service. Te souviens donc-tu de la vie en Union soviétique à la fin des années 70 et de ce à quoi ça ressemble aujourd'hui? C'est très différent. Oui, j'avais 7 ans quand je suis parti, donc je me souviens de certaines choses, pas aussi clairement, évidemment, mais certaines choses étaient pareilles. L'Union soviétique avait 3 chaînes de télévision, et quand on est arrivé aux États-Unis, il n'y en avait encore que 3. Quand tu es gamin, tu te rappelles ce genre de détails. C'est ça. Les petites choses bizarres dont on se souvient. Évidemment, j'avais toute ma famille autour de moi, donc c'était plus centré sur la famille qu'aux États-Unis, où je n'avais aucun proche. Je me souviens que dans l'économie soviétique, mon père payait United Nations bouchée, versait United Nations pot-one de vin, pour voir la vraie viande, pas ce qui était exposé, parce que les bonnes pièces étaient dans l'arrière-boutique et il fallait payer en plus, pas au prix officiel soviétique,
pour y accéder et l'acheter. Donc il y avait ce petit niveau de corruption partout, à cause des pénuries de certains produits. Donc je m'en souviens bien, mais fait intéressant, quand on est arrivé aux États-Unis, on a vécu à East Palestine, dans l'Ohio. C'est là qu'a European Union lieu le Tchernobyl américain, en 23 je crois. Ce sont des wagons de train qui ont déraillé, puis ils ont commencé à brûler les produits chimiques. Ensuite, on a déménagé à Charlotte, en Caroline du Nord, et j'ai grandi là, à bas. Puis, je suis allé à l'université d'État de Caroline du Nord. Q. Comment c'était pour toi dans l'armée en tant qu'officier de l'armée des États-Unis, en gravissant les grades avec ce passé soviétique? Et ce que, tu sais, les hommes adorent se taquiner et se chambrer. C'est comme ça qu'on reconnaît ses amis. Si tu ne te moques pas les uns des autres, ce n'est pas de l'amitié. Et ce que tu as reçu pas mal de taquineries de la part des autres officiers de l'armée des États-Unis. On a United Nations russe ici. Oui, et j'ai rendu l'appareil aussi. Honnêtement, au moment où on est revenu, j'en étais presque là. C'était en 2010 quand on est revenu, et j'étais sur le point d'étrangler la prochaine personne qui me demanderait si j'étais communiste. En fait, je suis monarchiste. C'est tout l'opposé. Et monarchiste mercantiliste. Je me disais, oh là là, j'en ai vraiment marre. Parce que tout le monde dit ça quand ils te rencontrent pour la première fois, comme s'ils étaient originaux. Hé, tu es communiste? Non, je n'avais jamais entendu ça, sauf ces 30 dernières années. Tout à fait. Mais j'ai European Union des problèmes, pas tant parce que je venais de l'Union soviétique, mais parce que j'étais russe, venant de l'Union soviétique. Tu sais, quand j'étais cadetto, quand j'étais au lycée, je voulais juste m'engager et devenir tankiste. Et pour l'enrôlement, le recruteur de mon lycée m'a dit « Tu es russe, on ne te laissera jamais approcher United Nations Char ». Puis je suis devenu officier de blindé. Donc je commandais des chars. Mais quand j'étais au camp avancé, United Nations Camp pour les cadets du programme de formation d'officiers de réserve, c'est là qu'ils déterminent qui va où, avant l'année finale. C'était en 1993. United Nations, petit colonel du renseignement militaire. Je veux rejoindre le renseignement militaire. Le petit colonel du renseignement arrive. United Nations, petit colonel, dodu. Et il parle aux cadets qui veulent faire du renseignement militaire. Je vais le voir. Monsieur, je suis intéressé par le renseignement militaire. Il répond, oh oui, super. On discute quelques minutes. Je lui dis, monsieur, je ne sais pas si ça va poser problème. Je suis russe et je suis né en Union soviétique. Pourquoi ai-je dit ça? Parce que c'est de toute façon sur votre dossier. Votre religion est sur votre dossier. Votre nationalité, votre lieu de naissance, votre origine ethnique, tout est sur le dossier. C'est en première page, donc vous ne pouvez pas cacher ce genre de choses. À ce moment-là, il m'a regardé comme si je valais rien et m'a dit d'aller me faire voir. Je me suis retourné et je suis parti en gros. Devant United Nations Public Familial, vous ne voudriez probablement pas en entendre tous les détails. Voilà pour le premier. Puis, quand j'étais capitaine, je voulais rejoindre les forces spéciales. J'ai commencé l'entraînement, je suis APC l'entretien pour intégrer le cursus des forces spéciales. J'étais capitaine à ce moment-là, donc ils ne m'ont pas insulté. Mais en gros, ils ont dit, oui, on a regardé votre dossier et tout ça. On a déjà des russophones. On ne sait pas si on peut vous obtenir une habilitation de sécurité de niveau très élevé. Merci, on n'est pas intéressé. J'ai rencontré des gars d'Arménie, des Juifs, des Ukrainiens, n'importe quoi. Eux non European Union, aucun problème. Aucun problème pour intégrer le renseignement militaire. J'ai rencontré United Nations arménien en Bosnie. J'étais lieutenant là-bas. Lui aussi était lieutenant. Nous sommes arrivés en 79. Lui est arrivé en 90 ou 91. Je crois que c'était 90. C'était en 97. Il a obtenu l'habilitation de sécurité de niveau très élevé, aucun problème. Il nous regardait comme fils de... cette idée que la Russie est censée être notre ennemi est omniprésente, je veux dire aux États-Unis. Donc il fallait grandir aux États-Unis pendant les années 1980, en voyant toute la propagande contre la Russie et l'Union soviétique aux États-Unis. Je veux dire, pensez à Rocky IV, à des films comme Red Dawn, où on se bat contre eux. Je me souviens très bien de Red Dawn. J'ai enchaîné les bagarres après Red Dawn, je m'en doute.
Donc oui, l'idée que la Russie nous envahit et qu'United Nations, groupe d'adolescents, va sauver l'Amérique, les Wolverines qui affrontent l'armée russe. La Russie n'a jamais envahi les États-Unis, mais on nous a bien sûr gavés de cette propagande comme quoi ça allait arriver, que l'Amérique deviendrait communiste. Alors, qu'est-ce que ça faisait de grandir entouré de ce genre de propagande? Ouais, United Nations côté, j'ai vécu la moitié de ma vie dans le Sud. Donc j'aime le Sud aussi. C'est comme une seconde patrie. Franchement, surtout dans les années 80, la propagande était omniprésente. Et les gens étaient tellement ignorants à l'époque. Charlotte, en Caroline du Nord, comptait à l'époque environ United Nations, demi-million d'habitants. Il y avait moins de 50 russophones. Je ne parle pas forcément de russe, mais de personnes parlant russe dans la ville. Et ma mère enseignait le russe à la Charlotte Community College. Elle revient et, après une de ses premières leçons, une vieille dame s'approche et lui demande si elle est russe. Elle a dit « Oui, je suis russe ». Et la vieille lui répond « Tu ne peux pas être russe. Mais pourquoi? Tu n'es pas rouge. Tu vois, physiquement, ta peau n'est pas rouge. Ouais, nous sommes des Russes blancs. Il y avait aussi les Russes verts et les Russes noirs. Je veux dire, c'est juste... Waouh. tu n'es pas roux. Mais c'était littéralement... Et je me souviens d'United Nations psychologue, plutôt célèbre localement, qui est allé en Russie, dans l'United Nations des premiers groupes de touristes des États-Unis pendant la perestroïka de Gorbatchev. Il est revenu et a écrit United Nations, article dans le Charlotte Observer, sur ce pays bizarre appelé la Russie ou l'Union soviétique, la Russie soviétique comme on disait. Les gens ne parlent pas anglais. L'alphabet n'a pas l'air du nôtre. Ils n'ont même pas de McDonald's. C'était juste avant l'ouverture du premier McDonald's d'ailleurs. C'était à ce niveau-là. Ce sont des gens instruits qui écrivaient des choses comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Malgré cela, la Russie nous a offert une des littératures les plus formidables de l'histoire, mais bon, il faut United Nations McDonald's pour être cultivé, apparemment, je vois. Mais oui, c'est ce à quoi on faisait face dans les années 80. On servait aux Américains une dose constante de russophobie, et je pense que, d'une certaine façon, c'est ancré chez beaucoup de gens. Mais je pense que quelque chose a changé. Je pense que ce changement est intervenu pendant cette guerre en Ukraine, et au cours des dernières années, j'ai clairement constaté une évolution. Les gens qui ont l'impression d'avoir été dupés pendant des décennies commencent à se réveiller en réalisant les mensonges constants racontés sur la guerre en Ukraine. Ah oui, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ta famille déménage en Russie, ou toi tu pars en Russie avec ta femme et vous décidez, je crois en 2010, de vous installer là-bas. Donc vous y allez environ 4 ans avant que la guerre ne commence en fait. Je parle de 2014, du coup de Maïdan, le coup d'État soutenu par la Central Intelligence Agency des États-Unis en Ukraine. Et jusqu'à ce moment-là, eh bien, on a commencé à voir le massacre d'ethniques russes dans l'est de l'Ukraine. L'est de l'Ukraine, c'était Donetsk et le Donbass et toute la région. Alors, comment s'est passé votre déménagement l'Abiba en 2010, avant que tout ça ne commence? Bon. Oui, c'est difficile de quitter les États-Unis. J'étais responsable principal de la chaîne d'approvisionnement, puis je suis devenu directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Greenfield, à Yekaterinbourg, pour Cameron, afin d'établir des fournisseurs russes. Nous faisions les achats. J'ai dirigé cette initiative. Nous achetions beaucoup d'équipements fabriqués en Russie pour nos différentes usines dans le monde, parce que la qualité était élevée et que les Chinois ne pouvaient pas faire mieux sur les prix. Et en plus, pas une qualité inférieure, en réalité une qualité supérieure à celle de la plupart de nos fournisseurs occidentaux. Donc je m'en suis occupé, je l'ai mis en place. Nous avons déménagé en 2010 et c'était à Yekaterinbourg. Puis en 2012, je suis devenu directeur principal de la chaîne d'approvisionnement pour Halliburton en Eurasie. J'avais aussi travaillé pour Halliburton auparavant. Et ensuite, nous avons déménagé à Moscou. Il a fallu United Nations peu de temps pour s'y habituer. J'ai aussi essayé de mettre en place des fournisseurs en Ukraine. Et c'était en 2010. À ce stade, l'Ukraine était dans United Nations, état déplorable. Et pour comprendre, vous savez, en 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée, l'Ukraine, comme tous les autres pays sauf la Russie, est sortie de l'Union soviétique sans dette, parce que la Russie, en tant qu'État successeur, a repris toutes les dettes de l'Union soviétique, peu importe où l'argent avait été investi. La Russie a aussi récupéré les armes nucléaires. Les armes nucléaires appartenaient toujours à l'État successeur de l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie.
Donc l'Ukraine n'a jamais European Union d'armes nucléaires. Ils ont propagé le mensonge selon lequel l'Ukraine aurait abandonné ses armes. L'Ukraine ne les a en réalité jamais eues. Mais les dettes et tout le reste sont aussi allés à la Russie. Et l'Ukraine est sortie en 1991 avec une économie industrielle et scientifique de la taille de celle de la France. C'était bien organisé. Le problème, c'est que tout le monde a commencé à voler, et peu importait que les politiciens viennent de l'Est, de l'Ouest ou du centre de l'Ukraine. Ce sont tous des voleurs. L'Ukraine n'a jamais European Union de politiciens décents. C'est la malédiction de ce pays. Et en 2010, la plupart de l'industrie était dans United Nations, triste état. Tout avait été pillé, tout ce qu'il pouvait piller l'a été, et il continue de piller. Et à ce stade, vous savez, en 2021, l'Ukraine était au niveau industriel et économique de l'Ouganda. Il y a même European Union United Nations cas où cela a été dit publiquement. Je ne me souviens plus dans quel média, et le président de l'Ouganda a répliqué avec colère « Ne nous comparez pas à ces gens, nous sommes bien plus riches qu'eux ». Donc l'Ukraine s'était retrouvée en dessous du niveau de nations africaines moyennes et continuait de décliner. Et encore une fois, c'est parce que ces United Nations, système complètement corrompu, et ils ne s'en sont jamais remis. La Russie a aussi European Union, ce système corrompu, dans les années 90, mais la Russie s'en est remise et les hommes d'affaires russes n'étaient pas là juste pour faire United Nations coup rapide et s'en aller. Ils considéraient leurs entreprises comme leur œuvre de vie. Ils voulaient construire quelque chose et apporter une contribution. C'était une mentalité très différente. C'était une mentalité des années 80 qui ne les a jamais quittés. C'est intéressant et le département d'État des États-Unis a largement documenté cette corruption. Ce n'est donc pas que votre impression. Vous pouvez consulter le site du département d'État des États-Unis. Jusqu'au début de la guerre, de l'opération militaire spéciale, le département d'État des États-Unis classait essentiellement l'Ukraine parmi les pays les plus corrompus du monde pour cette raison, année après année. Oui. Absolument, Clayton. Absolument. Et vous savez, en regardant l'Ukraine, je me souviens qu'il y a même European Union United Nations article dans United Nations journal russe où des prostituées russes se plaignaient que les prostituées ukrainiennes en Russie pratiquaient des tarifs plus bas parce que l'Ukraine exportait des gens dans toutes les directions. Tout le monde fuyait s'ils pouvaient, ils allaient en Russie ou en Europe pour faire n'importe quoi. Le système éducatif s'est effondré, le système de santé s'est effondré. J'ai, vous savez, des proches qui y vivent encore. C'était lamentable. Mais l'aide de l'Ukraine, vous savez, si l'on remonte United Nations peu l'histoire, d'abord le mot Ukraine, dont le noyau est Kraïna en russe ou dans les langues slaves en général, ça signifie arrière-PS. Cela se traduit littéralement par arrière-PS. Et vous savez, on n'a jamais vu United Nations pays qui s'appelle arrière-PS peuplé d'arrière-PSiens. C'est la lisière de quelque chose, vous savez, et c'était la lisière entre les civilisations russes et polonaises. Et cette zone a été créée par Lénine quand il a signé le traité de Brest-Litovsk avec les Allemands, qu'ils n'avaient pas le droit de signer, pas même au nom des bolcheviks, et encore moins de représenter toute la Russie. Il venait juste de commencer la guerre civile. Il a pris la petite Russie, qui est United Nations gouvernorat à l'ouest de Kiev, et la nouvelle Russie, qui est United Nations gouvernorat à l'est de Kiev, et il les a combinés pour former l'État que les Allemands exigeaient qu'ils leur remettent. Et en 1918, les Allemands se sont retirés. Et à ce moment-là, la guerre civile russe battait son plein. Donc ça a fait des allers-retours. Mais les Soviétiques, Lénine a vraiment été le créateur de l'Ukraine, ce qui est ironique, étant donné qu'ils abattent ses statues. Ils devraient l'adorer. C'est lui qui a créé cette entité, Frankenstein. Puis Staline y a ajouté d'autres territoires, comme la Galicie et ses régions. Et Khrouchtchev a ajouté la Crimée, qui est d'ethnie russe. La Galicie était d'ethnie polonaise et hongroise. La Transcarpathie a été rattachée à ces provinces hongroises après la Seconde Guerre mondiale. Vous obtenez donc ce patchwork de territoires qui appartenaient autrefois à d'autres nations. Et c'est ce que l'on y trouve aujourd'hui. Ces United Nations mélange très volatile. C'est une entité artificielle qui a réécrit sa propre histoire. Il y a European Union, une ukrainisation forcée
dans les années 20. En fait, si vous allez sur Yandex, je ne sais pas pour Google, et que vous tapez en russe « Ukrainisation années 1920 » et que vous regardez les images, vous trouvez toutes ces copies numérisées de gros titres des années 20 proclamant le grand succès de l'ukrainisation de la population russe, parce que les communistes jouaient la politique de diviser pour mieux régner. Ils ont divisé la population russe. Ils ont créé la population biélorusse. Ils ont créé la population ukrainienne. Ils créaient ces sous-despopulations, parce qu'une fois divisés, il est plus facile de les gouverner. Et on en est là aujourd'hui. Alors, quand vous viviez la Biba et que vous voyez tout ça se dérouler, que vous avez vu le coup de Maïdan en 2014, quelle est-ce que ça vous a fait de voir ce qui se passait en Ukraine et étiez-vous inquiet de ce que cela allait provoquer en Russie? Wow. Je me souviens, j'étais en voiture avec 2 de mes jeunes directeurs pour visiter United Nations entrepôt dans le sud de Moscou. Et United Nations 2, Alexandre, était United Nations ancien major dans les forces spatiales soviétiques. On roulait, c'était la fin de 2013, et il me dit « Stas, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ?» Je lui ai répondu « Ça va être une guerre civile sanglante, c'est ce qui va arriver. » Il dit « Comment peux-tu dire une chose pareille ?» Je réponds « Parce que je connais les gens qui sont derrière tout ça. Je savais que ça allait arriver. J'ai regardé la situation avec réalisme, et je savais que ça allait arriver. Comme en 2001, j'ai compris que la Russie et l'Union européenne allaient en venir à la guerre, et que c'était inévitable. En 2001, j'étais en programme d'échange à l'école d'infanterie allemande. Il y avait United Nations Major, moi, United Nations Capitaine, United Nations Lieutenant, plusieurs sergents, et on avait une compagnie allemande qui nous soutenait. Et sous toutes les casernes allemandes, il y a une Kneipe, United Nations Bar. Je parle mal l'allemand, mais après United Nations tiers de litres de bière, je parle bien mieux. Et on discutait. Et je savais que tôt ou tard, ces gars se rendraient compte que j'étais en uniforme américain, mais que je n'étais pas américain. Je suis russe. Et je me demandais quelle serait leur réaction. Le plus nationaliste d'entre eux, United Nations, adjudant-chef allemand, l'apprend. Quand il découvre que je suis russe, ethniquement russe, c'était en 2001, sa réaction a été « mon frère ». Les nationalistes d'Allemands aimaient la Russie, parce qu'en 2001, la Russie était dans une situation catastrophique. La situation financière commençait juste à se redresser sous Vladimir Vladimirovitch. Pourtant, ils voyaient la Russie comme United Nations exemple de nation souveraine, et ils méprisaient l'Union européenne. Je veux dire, c'était il y a 25 ans. Et tous les localistes, patriotes, nationalistes, appelez-les comme vous voulez, les souverainistes que j'ai rencontrés dans divers pays européens ont toujours European Union le même point de vue. Ils méprisent Bruxelles. Et ils regardent toujours la Russie, le voisin d'à côté, comme l'exemple de ce qu'une nation souveraine doit être. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la guerre était inévitable, parce que l'Union européenne ne peut pas absorber la Russie. Si elle l'absorbait, l'Union européenne deviendrait la Russie. C'est United Nations, pays de 150 millions d'habitants. Énorme, c'est désormais la 4e économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, la plus grande économie d'Europe, donc ils ne peuvent pas l'absorber, mais ils ne peuvent pas non plus vivre avec la Russie comme voisine, parce que tous ceux qui détestent l'Union européenne, et c'est une bonne partie de la population, vont toujours regarder vers l'Est, y voir United Nations exemple et une inspiration pour se débarrasser de l'Union européenne. Donc c'est l'United Nations, de ces moments de clarté, où tu te dis « Oui, c'est inévitable. On regarde l'évolution et on apprend des choses. » Par exemple, la Pologne avait depuis les années 90 des bases d'entraînement pour les nazis ukrainiens. Ils les préparaient pour ça, même si la Pologne avait souffert des mêmes nazis ukrainiens 40 ans plus tôt, ou 50 ans plus tôt. Mais ils le faisaient parce que ça visait la Russie. Ils entraînaient ces groupes d'extrême droite ukrainiens, comme le secteur droit, sur le sol polonais. Et ensuite, ils les ont poussés de l'autre côté de la frontière. Donc tu regardes, tu comprends les forces en jeu, et si tu enlèves les œillères, c'est clair, ça va être une guerre civile, parce que l'Est de l'Ukraine n'a jamais vraiment été ukrainisé. Les inscriptions officielles étaient en ukrainien. Tout le reste était strictement en russe. Nice. Donc on savait que ça allait être sanglant.
Quand ces nazis ukrainiens ont commencé à commettre United Nations génocide contre la population russophone de l'Est de l'Ukraine, en bombardant régulièrement les infrastructures civiles, tout cela a été largement documenté, les gens étaient forcément au courant de ce qui se passait et l'agence centrale de renseignement aidait à mener cela. Était-il évident pour vous, en Russie, que l'objectif était d'entraîner la Russie dans une guerre ? Eh bien, je ne pense pas que cela ait été évident pour le Russe moyen. Vous savez, l'une des grandes raisons pour lesquelles j'ai quitté les forces armées des États-Unis, c'est que, en tant que capitaine, j'étais au 18e corps aéroporté, au quartier général, brigade Dragon, et j'étais à la section opération G3. Et à ce niveau-là, on commence à voir une partie du tableau d'ensemble. Donc pendant que George W. Bush regarde Vladimir Poutine dans les yeux en disant « Je vois son âme, on peut travailler ensemble », les forces armées des États-Unis se préparent à une guerre contre la Russie. La seule exception, c'était quand nous nous préparions à la guerre contre l'Irak pour l'invasion de Bagdad. En dehors de ça, il s'agissait surtout d'exercices. Tout était toujours orienté contre la Russie. On avait des matrices de décision basées sur des profils. La Central Intelligence Agency rassemblait des profils de généraux russes et ainsi de suite. Tout était orienté vers la guerre. Jusqu'en 1999, la plupart pensaient que la Russie allait s'effondrer. Et c'était en bonne voie. Jusqu'à l'arrivée d'United Nations, certain Vladimir Vladimirovitch. Il était censé être une version plus jeune et sobre d'Helsinki, continuer à tout brader, tout donner, et laisser la Russie s'effondrer. Eh bien, il a légèrement trompé les oligarques et les regards occidentaux, et s'est avéré être tout le contraire. Mais c'était la situation. Après ça, tout est devenu United Nations peu plus sérieux. Attendez une minute, quelque chose a mal tourné. Donc, ça d'une part. Mais la majorité des Russes, honnêtement, enfin la Russie ne cherchait pas la guerre. Elle ne la cherche toujours pas. C'est inévitable. Elle finira par être en guerre avec l'Union européenne. L'Union européenne est complètement décidée, obsédée par la guerre, et tout le monde l'a plus ou moins accepté, du moins de notre côté de la frontière. Mais personne ne cherchait la guerre. En fait, tu sais, les événements de 2022 et 2023, ce véritable flot de haine russophobe, ce n'était même pas de la russophobie, juste une haine pure, United Nations choc pour la plupart de la population russe. Tu sais, annuler la culture russe, tout ça. Et ça a été United Nations choc absolu. Ils pensaient encore pouvoir faire partie de l'Occident. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le stéréotype présente la Russie comme cet empire maléfique qui veut tout engloutir, la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. La Société des Nations a été proposée et poussée pour la première fois par le tsar Nicolas II dans les années 1880. La Russie cherchait à créer United Nations système de sécurité pour l'Europe afin d'éviter les guerres européennes. Et tu sais la même chose d'ailleurs que Vladimir Vladimirovitch proposait en 2021. Donc pendant 140 ans, la Russie a tenté d'instaurer une structure pour éviter les guerres en Europe. En fait, en 1948, Staline demandait à rejoindre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui venait juste d'être créée. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949. Le pacte de Varsovie est arrivé quelques années plus tard en réponse. Staline demandait à rejoindre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, puis venait juste d'être créée. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949. Le pacte de Varsovie est arrivé quelques années plus tard en réponse. Staline demandait à rejoindre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, puis venait juste d'être créée. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949. Le pacte de Varsovie est arrivé quelques années plus tard en réponse. Staline demandait à rejoindre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Et bon, on sait comment ça s'est passé. Donc depuis 40 ans, la Russie essaie de mettre en place une... Oui. Et c'est ce que dit votre point de vue à Moscou. C'est clair d'après tous les signaux d'alerte de l'Allemagne à la Pologne, dans toute l'Union européenne, même en Grande-Bretagne. On dirait qu'ils sont résolus à aller en guerre contre la Russie. Pour une raison folle, l'Allemagne s'effondre à cause de ses politiques ridicules en matière d'industrie et d'énergie, et pourtant ils pensent qu'une économie de guerre stimulerait la croissance. Quand pensez-vous que cela va arriver? Le Russe moyen s'inquiète, est-il que cela se produise dans United Nations en ou deux? Je veux dire, les Russes ne veulent pas la guerre. Mais, tu sais, ce qui caractérise les Russes,
c'est qu'on ne peut pas vraiment les effrayer avec la guerre. C'est une mentalité à part. D'abord, la première fois que nous avons été envahis par des Européens rassemblés, c'était en 1012. Pendant 1014 ans, nous avons été régulièrement envahis, au moins une fois par génération ou deux, par des Occidentaux qui se liguaient pour foncer sur la Russie. Je ne sais pas pourquoi ils continuent, mais nous les détruisons à chaque fois et ils ne semblent pas apprendre. Par exemple, la Pologne a pris Moscou 2 fois au début des années 1600 et la seconde fois, ils se livraient au cannibalisme de la population quand ils furent assiégés par 2 armées populaires russes, des hommes de Péjerski qui levèrent ces 2 armées et encerclèrent Moscou, avec une garnison polonaise à l'intérieur, et ils ont détruit une autre armée polonaise. Mais ces armées n'étaient pas seulement polonaises, elles comprenaient beaucoup d'autres contingents européens, des mercenaires, des volontaires, et ainsi de suite. Donc nous faisons face à cela depuis 1000 ans, et c'est ancré dans la culture russe. Nous ne cherchons pas la bagarre, mais ce sont eux qui nous l'imposent. Très bien, on se battra. Et c'est, je pense, la mentalité de la plupart des hommes. Je veux dire, ceux qui voulaient fuir sont déjà partis. Ce sont eux d'ailleurs qui étaient censés provoquer une révolution libérale en Russie. L'Occident comptait dessus. Ils ont tous quitté le pays à la première occasion. Donc bon, on s'est débarrassé d'eux, la 5e colonne, une bonne partie est simplement partie. Comment est la vie? Je veux dire, maintenant que vous avez vu cet essor industriel et que vous parlez de l'économie, les médias américains et européens ont dit « Enfin, j'ai vécu en Europe au début de cette guerre. Et à lire la presse portugaise, à lire ce qui sortait de Bruxelles, c'était « La Russie s'effondre. Ils devaient racler les fonds de tiroir pour trouver des pièces pour assembler leurs missiles. C'était catastrophique et complètement faux. C'était le genre de propagande. On disait que Poutine mourait d'United Nations cancer, qu'il devait fouiller les poubelles pour trouver des pièces de machines pour construire leurs missiles. Toutes ces histoires étaient ridicules. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Mais comment est la vie pour les Russes maintenant? Avant de parler du front et de l'Ukraine, je veux dire la vie quotidienne. Prix de l'essence, de la nourriture, les loisirs. À quoi ça ressemble, les épiceries? Tout d'abord, les prix. Enfin, la menace des sanctions a été bien pire que les sanctions elles-mêmes. Beaucoup, beaucoup pire. Quand j'étais lieutenant, si United Nations soldats fraîchement arrivés faisaient une erreur United Nations jeudi ou United Nations vendredi, je lui disais « Je te verrai dans mon bureau lundi matin ». Comme ils n'étaient pas expérimentés, ils se torturaient l'esprit bien plus que ce que je pouvais leur faire légalement, parce qu'ils ne savaient pas mieux. Vous voyez? Eh bien, les sanctions, c'était la même chose. Les gens se torturaient l'esprit. « Oh mon Dieu, on va être sanctionné, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et quand les sanctions ont frappé, ils se sont rendus compte que c'était sérieux. Donc quand l'Union européenne annonçait le 20e, le 21e paquet de sanctions, ça n'arrivait presque pas dans les infos. Voilà, ouais, bon, la vie continue, nous n'avons pas peur. Et, vous savez, la Russie nourrit le tiers du monde. La production russe est sans organismes génétiquement modifiés. D'ailleurs, les organismes génétiquement modifiés sont interdits par la loi. Donc, ils sont illégaux dans l'alimentation russe. Bill Gates doit vous détester. Oh oui, Monsanto nous déteste, d'autant plus que beaucoup de ces territoires libérés sont d'anciennes provinces russes qui retournent à la Russie. Ils avaient tous été achetés par Monsanto et d'autres compagnies du même genre. Donc oui, ils ne sont vraiment pas contents. Leur investissement vient de disparaître. Bien sûr, il faut maintenant déminer, retirer les obus et tout le reste, mais c'est faisable. En moyenne, la Russie a connu de l'inflation. Absolument. Mais l'économie, durant les premières années, a connu United Nations véritable boom. La seule raison pour laquelle l'économie a atteint l'an dernier environ United Nations 0,5% au lieu de 3 ou 4%, c'est à cause de la Banque centrale. Enfin, si, j'ai étudié l'économie, j'ai une mineure en économie, ainsi qu'United Nations Master en administration des affaires et United Nations Diplôme en commerce. J'ai aussi United Nations Diplôme en informatique. Donc, pour comprendre United Nations, peu la technologie, honnêtement, je ne crois pas aux banques centrales. Mettre des banquiers aux commandes de l'argent, c'est, à mon avis, comme confier United Nations magasin d'alcool à United Nations alcoolique. Ne volez pas. Ne soyez pas honnête. Ceci dit,
Ils luttaient contre l'inflation. Ils ont donc monté les taux si haut que cela a étranglé l'économie l'année dernière. Et ensuite, ils ont dû commencer à baisser les taux parce qu'en août, la croissance était inférieure à United Nations %. Et le président avait fixé pour objectif une croissance de 3 à 4%. Ils ont donc commencé à baisser les taux d'intérêt. Et ça a stimulé la croissance. Mais ils n'ont obtenu que United Nations taux de croissance d'United Nations 0,5%. On dirait que cette année, ils continuent de baisser les taux d'intérêt. Parce qu'il y a, vous savez, deux façons de lutter contre l'inflation. Une façon est simplement d'étrangler l'économie. C'est comme, vous savez, quelque United Nations qui a de la fièvre. Si vous le tuez, il n'a plus de fièvre. Sa température baisse. Ou alors vous pouvez relancer l'économie. Donc vous créez de la concurrence, ce qui fait baisser les prix et l'inflation. Les financiers ne comprennent pas vraiment l'économie, ils regardent juste leur petit tableau, et ils ont fait trop, comme ils ont tendance à le faire, ils ont exagéré avec la flambée des taux. Dans l'ensemble, la Russie a toujours United Nations besoin criant d'ingénieurs supplémentaires, de charpentiers, de plombiers, d'ouvriers d'usine, parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de monde. Il n'est pas difficile de trouver United Nations emplois dans ces domaines, et des emplois bien payés. Enfin, bien payés selon les standards russes. Dans l'ensemble, il y a European Union des difficultés. Des produits ont disparu du marché, mais les entreprises russes sont vite intervenues et ont recommencé à fabriquer les mêmes choses. Quant aux entreprises occidentales, environ 70% ne sont jamais partis, à l'exception de BASF. Nous ne partirons pas. En fait, ils ont fermé leur immense usine chimique en Allemagne et en ont ouvert une nouvelle en Chine. Donc, ils ont une usine en Russie et une nouvelle en Chine. Mais la plupart des autres entreprises ne sont jamais parties. Elles se sont juste rebaptisées ou se sont en quelque sorte vendues. Halliburton en est United Nations exemple parfait. Halliburton, vous savez, a séparé ses opérations russes et les a renommées Burst Service. Ils ont pris 3 personnes et en ont fait les propriétaires. Je connais quelques-uns de ces types qui ont travaillé avec eux. Ils leur ont donné 5% des actions, les 95% restants sont toujours détenus à Houston par Halliburton. Donc c'est une société indépendante. McDonald's s'est cédé, il avait d'énormes opérations, usines, tout, en Russie, à United Nations, homme d'affaires russe. Mais ils ont United Nations contrat qui leur permet de tout racheter immédiatement pendant 18 ans. Donc à tout moment durant ces 18 ans, ils peuvent revenir et racheter à la valeur du marché. Nous sommes de retour. Et l'année dernière, ils ont simplement réenregistré leur marque en Russie. L'objectif évident est bien sûr de revenir. Dans la presse occidentale, l'idée, je me souviens des gros titres, on en a parlé dans notre émission, c'était que toutes ces entreprises américaines partaient, McDonald's ferme, toutes ces entreprises partent. En fin de compte, non, elles se contentaient de se renommer et elles n'allaient nulle part. C'est hilarant, ouais. Ça l'est. Les constructeurs automobiles sont partis, surtout des Allemands et quelques Français. Ce sont des filiales russes ou des entreprises russes qu'ils avaient rachetées issues de l'époque soviétique. Elles sont évidemment restées, mais l'État les a contraintes parce qu'elles avaient essayé de saboter l'économie au début. Ils ont simplement fermé leurs usines. Alors l'État est intervenu et a dit « Bon, puisque vous sabotez l'économie, vous n'avez plus droit à ces usines. Vendez-les ou on les confisque et on les revend nous-mêmes. » Donc certaines ont été vendues, d'autres confisquées et revendues à des entreprises russes, chinoises ou à d'autres sociétés. Et elles ont redémarré en environ 6 mois, au maximum United Nations ans. Et en plus, de nouvelles entreprises ouvrent. Et la seule chose, vous savez, la Russie a une sorte de malédiction. On sait construire des stations spatiales. On construit d'excellents supertrains. La nouvelle ligne vers Saint-Pétersbourg ouvrira dans 2 ans. Elle ira à 500 km à l'heure ou United Nations supertrain à 300 miles à l'heure que la Californie ne pourra jamais construire. Des choses comme ça. On peut faire tout ça, mais on n'arrive pas à construire des voitures normales. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste. Donc voilà en quelque sorte la malédiction de la Russie. Oui, je préférais qu'on parle d'acheter des voitures russes. Ouais, éviter d'acheter des voitures russes. Donc dans l'ensemble, non, ça n'a pas European United Nations gros impact. C'est juste. Quand vous entendez, vous savez, en Occident les néoconservateurs de Washington, district de Columbia, par exemple le sénateur Lindsey Graham ou d'autres, qui adorent passer à la télévision pour expliquer au peuple américain pourquoi il faut faire la guerre à la Russie, pourquoi il faut mettre la pression sur la Russie, continuer à verser des milliards de dollars à l'Ukraine parce que Poutine est United Nations dictateur. Exact, c'est United Nations dictateur horrible et nous ne pouvons pas tolérer les dictateurs. Et donc, nous devons nous immiscer dans ces autres pays. Alors
Quand vous entendez ça, ou quand les Russes entendent que les Américains pensent au moins que Poutine est United Nations dictateur, qu'en pensez-vous? Y a-t-il une part de vérité? Que leur répondez-vous? Eh bien, vous savez, la Russie est United Nations, système présidentiel. Et oui, le président a beaucoup de pouvoir. C'est la même chose d'ailleurs que pour les États-Unis. Soyons réalistes. Le pouvoir législatif aux États-Unis est plutôt atrophié de nos jours. Vous savez, le Congrès ne fait jamais ce qu'il est censé faire. Le président a beaucoup de pouvoir, mais c'est United Nations élu. Il est soumis à la Constitution. Et Poutine, d'ailleurs, a été avocat et économiste, donc il est très légaliste sur ces sujets. Si on veut qualifier, on pourrait parler d'une dictature de la bureaucratie. Malheureusement, nous avons une tendance avec les fonctionnaires, vous savez, à... J'ai lu United Nations article intéressant après que Poutine soit parti la première fois et que Medvedev soit devenu président. Lors des 2 premiers mandats de Poutine, il y avait plus de 1000 lois, décrets ou directives qu'il avait signées et sur lesquelles la bureaucratie n'a tout simplement jamais agi. Il se contentait de dire d'accord, bon, peu importe, ce n'est pas une dictature. Enfin, ce n'est pas une dictature présidentielle. Oui, ils ont United Nations peu durci les choses pour s'assurer que le gouvernement fasse ce qu'il doit faire. Mais dire que c'est une dictature, non, absolument pas. Vous vous souvenez de Pussy Riot? Vous savez pourquoi elles ont été arrêtées? Elles n'ont pas été arrêtées pour avoir protesté contre Poutine. Elles ont été arrêtées pour s'être introduites sur une propriété privée, celle de l'Église dans ce cas, pour avoir perturbé United Nations Office et profané United Nations Hotel. 3 filles l'ont fait. En fait, 2 d'entre elles l'ont vraiment fait. La 3e a été arrêtée par United Nations agent de sécurité. Elle n'est donc jamais arrivée devant l'Église. La 3e n'a pas été poursuivie parce qu'elle n'a pas pu accomplir le délit. Non pas qu'elle n'ait pas European Union l'intention de le faire, mais les agents de sécurité l'ont stoppée. Et le tribunal a dit que techniquement, elle ne l'avait pas fait. Donc elle a été relaxée. Et les 2 autres ont été poursuivis par l'État pour dégradation de biens privés et pour avoir perturbé United Nations Office religieux, ce qui est illégal, pas seulement une église orthodoxe. Peu importe l'église que vous perturbez ainsi. Vous vous ferez arrêter pour ça, que ce soit une mosquée ou autre. Et c'est pour cela qu'elles ont été arrêtées. Ce n'est pas exactement une dictature. Je veux dire, si vous voulez, allez dire à tout le monde que vous n'aimez pas Poutine. Vous pouvez aller dire à tout le monde que vous n'aimez pas Poutine. Tant que vous n'avez pas United Nations, comportement criminel. Vous savez, en empiétant sur les droits d'autrui ou en détruisant leurs biens, personne ne s'en souciera. Donc si vous sortiez dans la rue maintenant à Moscou avec une pancarte « Je n'aime pas Poutine », tout irait bien. Vous pourriez rentrer chez vous tant que vous ne détruisez rien et n'incitez pas à l'émeute. D'accord, tant que, soit dit en passant, vous n'êtes pas United Nations immigrés, parce que les immigrés n'ont pas le droit de protester contre le gouvernement. Ils sont les invités. Les citoyens, eux, peuvent. Quant aux immigrés, je pense que c'est tout à fait juste. Si vous n'êtes pas citoyen d'United Nations pays, vous n'avez absolument aucun droit de protester dans ce pays. Vous êtes l'invité de ce pays. Si vous êtes citoyen, alors oui, vous avez tout à fait le droit de manifester. La Russie a 5 partis politiques au Parlement. Elle compte 700 partis politiques enregistrés. Oui, beaucoup sont minuscules, avec environ 300 membres, des partis thématiques venus de province, ce genre de choses. Mais il y a 5 partis au Parlement et ils se disputent le pouvoir comme ailleurs. Ils votent des lois, ils défendent leurs programmes, ils présentent leurs candidats. C'est juste que Poutine est populaire parce que, premièrement, il a redressé le système. Je veux dire, la Russie était dans United Nations état lamentable en 1999. Elle était au bord de l'effondrement. Le rouble avait déjà connu United Nations effondrement économique en 1998, sous Boris Eltsine. Et elle perdait essentiellement la seconde guerre de Tchétchénie jusqu'à l'arrivée de Poutine. Donc, il a aussi gagné en popularité pour ça. Le soutiennent? Je veux dire, diriez-vous que parmi vos amis, ceux avec qui vous prenez United Nations Café, United Nations Verre ou dîner, la plupart le soutiennent? Je sais que c'est anecdotique, bien sûr, mais y a-t-il de la frustration face à la prolongation de cette guerre? J'entends en Russie des gens dire qu'ils veulent la fin de cette guerre. Ils veulent que Poutine y aille à fond et fasse davantage souffrir les Ukrainiens. Et il y a de la frustration concernant l'usure lente de cette guerre. Mais, en général, y a-t-il United Nations large, soutien ou plutôt de la colère, du ressentiment et de la frustration? Le soutien a baissé, mais Poutine reste soutenu à environ 70%.
Et vous savez, quand tout ça a commencé, je connais des gens qui détestent vraiment Poutine, mais quand tout ça a commencé, ils ont prié pour sa santé, parce que tout le monde s'est rallié derrière le drapeau. Juste pour remettre dans le contexte. Quand tout ça a commencé en 2014, je ne pouvais pas aller en Ukraine parce que je n'avais pas encore la citoyenneté russe. Je n'avais que la citoyenneté américaine et les États-Unis considéraient tous ces territoires comme terroristes. Donc je ne pouvais pas traverser la frontière. Mes proches sont tous dans cette région. J'étais justement allé voir ma tante dans une ville qui est bombardée depuis 13 ans. Mon oncle, qui est mort il y a 3 ans, se tenait dans sa cour, chez lui, dans son jardin. Et vous entendez des obus de 155 mm siffler au-dessus de vous et exploser quelque part en ville. Les gens s'y sont habitués. Les Russes sont United Nations peu psychotiques de ce côté-là. Nous, on ne se laisse pas effrayer facilement. La ville de Gorlovka en est United Nations, parfait exemple. Gorlovka d'avant-guerre comptait 380 000 habitants. La partie ouest de Gorlovka, qui est en gros la ligne de front, c'est, vous savez, une zone de mort. Il y a des drones qui abattent les plus petits drones quand vous passez. J'y suis allé, j'y ai marché, j'ai filmé United Nations reportage pour Russia Today sur United Nations marché qui venait d'être frappé moins d'1 heure auparavant. Le corps de l'homme gisait encore derrière moi. On avait évacué sa femme qui venait de perdre ses jambes. Et c'est United Nations vrais os ukrainiens. Ils tirent tout simplement sur les marchés. Mais vous passez devant ces immeubles et l'immeuble est intact. Pourtant, certains appartements sont calcinés parce qu'ils envoient des drones pilotés en immersion. Ils regardent par la fenêtre, voient des gens, puis frappent l'appartement pour essayer de les tuer. C'est une course au point. Ça s'appelle la ludification de la guerre par drone. Et ça veut dire que les Ukrainiens cherchent toujours à tuer quelque chose ou quelque United Nations, parce qu'ils gagnent des points pour ça, et ils envoient leurs vidéos montrant des tueries au gouvernement. Mais il y a... Désolé, je peux vous interrompre? Oui, vous pouvez expliquer ça? Donc ils gagnent des points auprès du gouvernement en tuant des civils? Eh bien, la cible numéro United Nations, c'est évidemment l'équipement militaire coûteux, lourd, les systèmes radars, ce genre de choses. La deuxième catégorie, c'est le personnel militaire russe. La troisième, ce sont les équipements civils, comme les camions, les semi-remorques, les engins de chantier, vous savez, des pelleteuses Caterpillar, ce genre de choses. Ensuite, il y a les voitures civiles, puis, je suppose, vient le niveau suivant. Et au 5e niveau, il y a simplement les civils. En moyenne, 5 à 10 civils sont tués chaque jour, principalement par des drones ukrainiens. Donc, vous savez, s'ils ne trouvent rien d'autre à viser et qu'il y a United Nations bébé dans une poussette, ce bébé va se faire tuer. Et ils gagnent des points. Oui, ils gagnent des points pour ça. Et à la fin du mois, ils échangent ces points contre du meilleur matériel, des cadeaux, de meilleures rations ou des primes. C'est pour ça que les opérateurs de drones ukrainiens tendent à ne pas devenir des prisonniers de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Ils font ça. C'est ce qu'on appelle la ludification. C'est quelque chose que l'Occident a inventé et qu'il a testé en Ukraine. Et malheureusement, ça marche. Ça enlève toute humanité qui restait chez cette personne. L'objectif, c'est de tuer. Je conduisais, je livrais du matériel médical dans la région sud de Kursk et on roulait parallèle à la frontière ukrainienne et il y avait United Nations semi-remorques en feu, d'autres engins brûlés. C'était tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Le gars s'était arrêté à United Nations Stop et le drone est venu percuter sa cabine. Donc, vous savez, il a brûlé dedans et le camion était encore en flammes. Et nous, on roulait dans ce fourgon Ford blanc, rempli de matériel. Et, vous savez, on ne peut pas semer ces drones. Bon, on peut, mais c'est très très difficile, surtout en camionnette, parce que ces drones peuvent accélérer jusqu'à 140 km/h. Et ils peuvent passer de presque rien à 140 km/h en 1 ou 2 secondes. Et tu ne les vois pas arriver s'ils sont assez petits, et oui, ils frappent des voitures. Ils préfèrent évidemment viser United Nations camions ou quelque chose qui a l'air de transporter du matériel plutôt qu'une voiture civile, mais s'il n'y a rien d'autre, dans une de mes mises à jour, j'ai listé des civils tués, des appartements touchés en une seule journée dans une zone, 2 personnes tuées dans une station-service, dans une autre, United Nations drone qui arrive, etc. Et ça arrive tous les jours. L'Occident n'en parle pas. C'est comme quand l'Occident n'a pas parlé de la nuit de la Saint-Sylvestre dans la région de Zaporijia, où l'Ukraine affirme que tous ces gens sont ukrainiens.
Puis, ils tuent des civils qui ne se considèrent pas comme Ukrainiens. Croyez-moi, rien ne change autant votre perception de qui est ami et qui est ennemi que d'être tué par l'autre camp. Mais des opérateurs de drones ukrainiens ont frappé dans le sud de Zaporizhia, sur la plage. Ils ont frappé United Nations Café rempli de civils. Il y a European Union plusieurs impacts, y compris United Nations engins incendiaires ou explosifs. Il y a European Union environ 30 ou 40 morts, y compris des enfants qui sont morts brûlés. Encore une fois, cela n'est pas relayé en Occident. C'est quelque chose qui est totalement ignoré. Donc ils tuent 40 civils, des enfants, et ensuite ils reçoivent environ 40 points. Oui, par ce programme de gamification, ils reçoivent du matériel supplémentaire, du statut au sein du gouvernement ukrainien, des récompenses. Ça détruit ce qu'il restait d'humanité. La guerre par drone est horrible. Si vous êtes en première ligne, il n'y a plus d'endroit tranquille. J'ai été le premier à m'en rendre vraiment compte. J'étais en première ligne en 2023 et j'ai dû aller aux toilettes. Donc je sors derrière le bâtiment et je m'assois au milieu de la nuit. Et, auparavant, j'étais peut-être à 300 mètres de la ligne de front. Oui, il fallait craindre des snipers qui pourraient peut-être vous avoir, mais personne n'aurait tiré de l'artillerie sur une seule personne. Mais ensuite, je fais le tour de l'arrière de cet immeuble à moitié démoli pour aller aux toilettes. Et je suis assis là, en me disant, si je me fais tuer maintenant, ce serait une façon horrible de mourir. Allez aux toilettes. Quelques United Nations vous lancent une grenade sur la tête. Mais voilà, je ne faisais que des visites de quelques jours ici et là. Ces gars vivent ça. En réalité, j'ai été des deux côtés. Ils vivent ça chaque jour. Il n'y a pas d'endroit tranquille au front. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous cacher derrière United Nations bâtiments pour faire vos besoins, parce qu'il peut y avoir United Nations drones qui vous survolent, au minimum United Nations drones qui vous repèrent, et United Nations autres qui arrivent pour vous achever. Et oui, c'est une pression énorme que les guerres précédentes n'avaient tout simplement pas. Vous êtes allé au front, comme je l'ai mentionné au début, 14 fois. Comment avez-vous vu le front évoluer ces 14 fois et où étiez-vous allé précisément? Les 2 dernières fois, nous n'allions pas vraiment en première ligne. Nous étions dans l'arrière immédiat, qui reste une zone de combat, car on ne peut plus atteindre le front comme avant à cause des drones. Vous savez, en 2022 et 2023, nous montions simplement jusqu'au front en voiture. On apportait de la nourriture, ce genre de choses, parce que l'armée russe, à son arrivée, n'était pas très bien organisée sur le plan logistique, puisqu'elle ne prévoyait pas d'envahir l'Ukraine. Ils l'ont fait parce que, selon eux, les Ukrainiens allaient envahir le Donbass et visaient à entrer en Russie pour provoquer United Nations effondrement politique en Russie. En fait, il y avait des groupes de diversion. J'ai des contacts dans les services spéciaux qui m'ont dit qu'il y avait plusieurs groupes de diversion de quelques centaines d'Ukrainiens en Russie qui ont été découverts et détruits. Le jour, 2 jours avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale officielle. Donc ils étaient là. Le but était d'éliminer la population de l'Est de l'Ukraine, puis de continuer à l'intérieur de la Russie, vers Rostov, vers Voronezh, pour tenter de provoquer une crise politique en Russie, et peut-être morceler la Russie. C'était en tout cas l'objectif. Donc tout cela était très sérieux. Je veux dire, quand l'armée russe a attaqué, les Ukrainiens l'ont dépassé en nombre 2 contre United Nations. Normalement, si vous attaquez, vous voulez avoir United Nations rapport de 3 contre United Nations en votre faveur, pas être dépassé 2 contre United Nations. Donc c'était la situation en 2022 dans le 2023. Tu sais, les lignes de front n'étaient pas stables. On ne savait pas qui se trouvait où. Tu arrives aux lignes de front et United Nations village à côté, peut-être aux mains des Ukrainiens ou pas. Et personne ne le sait vraiment tant qu'on n'en voit pas quelques United Nations voir. Ah, oups, on me tire dessus. Bon, je crois que les Ukrainiens sont là. Et inversement. C'était une situation très instable. Mais l'armée russe, tu sais justement, pendant que les négociations avaient lieu, faut le comprendre aussi, la théorie était, on tire sur les Ukrainiens. Tu sais, par les accords de Minsk I et Minsk II, la Russie était garante des accords, comme l'étaient l'Allemagne et la France.
La Russie n'en était pas partie prenante, et la Russie avait obtenu la garantie que les deux provinces séparatistes de l'Est, ou républiques, reviendraient à l'Ukraine si l'Ukraine changeait sa constitution et leur accordait la fédéralisation et United Nations statut d'autonomie. Parce que l'explosion de mécontentement dans l'Est, à Kharkov et ailleurs, réprimée, la population russe sur place réclamait cette chose énorme qu'on appelait la fédéralisation. Ils veulent élire leur gouverneur, pas avoir des oligarques imposés. Parce que le fonctionnement de l'Ukraine, c'est United Nations système néo-féodaliste de corruption totale. Donc Kiev place United Nations oligarque à la tête d'une province. Il n'est pas là pour gouverner la province. Il est là pour tirer profit de la province. Il récupère de l'argent d'une façon ou d'une autre, en garde une part, et renvoie le reste à Kiev, où il est distribué parmi les élites. Donc il est là pour ça, et c'est une des raisons pour lesquelles l'économie du pays s'est effondrée. Ils volent tout, liquidant tout sur leur passage. Et la vie des gens s'aggrave d'année en année. Donc l'Est a explosé en revendication de fédéralisation, et le service de sécurité de l'Ukraine a répondu en assassinant les dirigeants. Ils allaient à ces rassemblements, filmaient en se faisant passer pour des participants, repéraient les leaders, puis allaient les tuer et les faire disparaître dans les bois. Ou comme le gouverneur de la région de Kharkov l'a fait, il disait « Hé, tu sais, il faut se révolter. Inscrivez Koufou aussi. Qui veut former une milice? Et les durs forfaits s'il est lié. Et Télir Mayer, et c'est ici. » Il a fait inscrire tous ceux qui se portaient volontaires, puis a transmis ces listes au service de sécurité. Puis ils sont venus les arrêter et les faire disparaître dans les bois. On a trouvé des cadavres partout dans les bois pendant United Nations, bon moment, et les gens ont commencé à riposter. Quand ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir élire leur gouverneur, qu'ils n'allaient pas pouvoir décider où allait leur argent et qu'ils allaient être réprimés, voire tués, c'est alors que la rébellion a éclaté. En 2014, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais mon statut de résident en Russie. J'aurais pu perdre mon statut de résident et ma famille aurait perdu le sien. Nous n'avions pas encore la citoyenneté. Mais tu sais, moi et United Nations amis, on a pris sa camionnette, on l'a remplie de vêtements, on a collecté de l'argent auprès de tout le monde, puis on est allé à Rostov-Fan-sur-S. Lidan. Rostov n'est pas très loin de Donetsk, ni de l'ancienne frontière ukrainienne. On est allé livrer tout ça à United Nations, entrepôt d'une église, parce que l'armée ukrainienne commençait à bombarder des villages au milieu de la nuit. Donc les gens fuyaient au milieu de la nuit, des enfants en pyjama, des gamins sous le bras. Ils se réfugiaient dans les bois, dans les marécages, pendant que leur village était bombardé par l'armée ukrainienne. United Nations, jour ou deux plus tard, ils réapparaissaient quelque part près de Rostov, affamés, sales, perdus. On ne pouvait pas passer par les postes de passage officiels où les services d'urgence russes installaient des camps parce que les Ukrainiens contrôlaient le côté ukrainien de ces passages pour tenter de tuer les civils. Donc les gens arrivaient. Je veux dire, je les ai vus arriver. On arrivait avec la camionnette pleine de vêtements et de vivres, et l'église les prenait en charge, les nourrissait, les habillait, puis les orientait vers les services d'urgence. Alors tu sais, on a racheté des fournitures dans les magasins locaux avec l'argent qu'on avait collecté. C'était en 2014. Tu sais, j'ai vu ça de mes propres yeux, des gens arrivant complètement bouleversés. Tu sais, ils avaient été bombardés 2 jours avant ou la veille. Selon l'emplacement de leur village, de sa proximité avec la frontière, ils se sont enfuis vers l'est, à travers les forêts et les marécages. Voilà la réalité. Voilà ce que l'Ukraine a créé. Voilà ce que l'Ukraine fait maintenant. Ils parlent toujours, tu sais, qu'ils veulent le territoire. Ils veulent le territoire, pas la population. Et ces gens, United Nations, de mes amis américains m'a demandé United Nations jour, la Russie est vaste, pourquoi ne partez-vous pas simplement? Je lui ai répondu, pourquoi diable mon peuple? Parce que je viens de cette région, qui vit là depuis des centaines d'années, parfois plus de 1000 ans. Devrait-il quitter ces terres à cause d'United Nations psychopathe qui prétend que vous n'êtes pas génétiquement du genre, non, se tenir et se battre? Beaucoup de Russes sont accourus pour aider à combattre en 2014, des volontaires, mais pour la plupart des Russes, la guerre était encore là et bas. En 2022, la guerre n'était plus seulement là et bas, et même si pour pas mal de gens c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas totalement, puis vous savez Zelensky, qui, soit dit en passant, est citoyen russe. Il a plusieurs nationalités.
Je ne pense pas qu'il ait jamais renoncé à sa citoyenneté russe. Donc c'est aussi United Nations traître. Tant qu'on y est. Oui, il a aussi la nationalité israélienne. Je sais que ça te choque. Je n'avais pas réalisé qu'il avait la nationalité israélienne. Ah oui, ses parents vivent à Ashkelon dans United Nations Manoir, qu'il leur a acheté. Sa femme et ses enfants vivent à Londres. Et selon des journalistes d'investigation, j'ai vu United Nations reportage, Zelensky serait désormais le 9e plus grand propriétaire foncier privé aux États-Unis. Toute la direction ukrainienne est là pour se nourrir. C'est pourquoi cette guerre ne finira jamais tant que ces gens seront au pouvoir ou vivants. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à y mettre fin. Les Ukrainiens sont de la viande à vendre. Et tant qu'ils peuvent entretenir ce combat, l'argent continue d'affluer. Ils volent leur part, siphonnent le reste vers l'Union européenne pour que ces types puissent se remplir les poches, blanchir de l'argent, toucher des potards de sang, et tout va bien. Yamirov en est United Nations exemple type. Il a été ministre de la Défense pendant 3 ans, a été renvoyé l'an dernier, et maintenant il est sur le Conseil de... Il siège maintenant au Conseil de sécurité. Et Yamirov et toute sa famille élargie, belle-mère, beau-père, la famille de son frère, etc., sont tous devenus citoyens des États-Unis en 2016. Il est le seul à ne pas encore être aux États-Unis. Il s'enrichit grâce à l'argent des États-Unis envoyé en Ukraine et le fait remonter vers les États-Unis où ils achètent United Nations bien à Miami. C'est tout le gouvernement ukrainien. C'est ce à quoi vous avez affaire. Il ne peut pas y avoir de paix tant qu'ils se remplissent les poches. C'est fou. Donc en 2026, beaucoup d'attention a évidemment été portée au Moyen-Orient et à ce qui va se passer avec l'Iran. Mais la guerre continue de faire rage. Et je pense qu'il y a European Union, évidemment des pressions, d'énormes pressions, selon moi, sur Poutine pour qu'il essaye de mettre fin à tout ça. Les néoconservateurs, certainement en Russie, tout comme les néoconservateurs aux États-Unis, veulent une guerre totale, peut-être une attaque massive sur Kiev. Qu'en attendez-vous sans? Quelle est la situation sur le front en ce moment, vu que vous y êtes retourné plusieurs fois et que vous y allez encore? Oui, je repars dans peu de temps. Je ne publie pas les dates tant que je suis sur place. Je suis sur la liste de mise à mort, comme beaucoup de gens. Et, soit dit en passant, cette liste comprend beaucoup d'Américains. Ces serveurs sont hébergés à Langley, en Virginie, juste à côté du siège de l'Agence centrale de renseignement. Petit fait intéressant, non? Scott, j'ai déjà croisé des gens comme ça. Ils sont tous sur cette liste. Ouais. Ah oui, oui. J'ai pas mal d'amis qui sont sur cette liste, la liste d'exécution ukrainienne. Le pape aussi. Le pape américain est sur la liste d'exécution ukrainienne, oui. Hébergé sur des serveurs à Langley, en Virginie. On ne peut pas inventer ça. Franchement, c'est aussi absurde que ça en a l'air. La population russe est en colère et elle veut quelque chose de beaucoup plus musclé. J'ai parlé avec des gars, des généraux, jusqu'aux simples fantassins du front. Ils veulent la paix, mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est une sorte d'accord. Ils veulent la paix, entendue comme la capitulation de Kiev. C'est ce qu'ils veulent. Ils ont dépensé trop de temps, trop de sang et trop de sueur pour autre chose. La population se demande, pourquoi Kiev tient-elle encore? Pourquoi, vous savez, les Ukrainiens, ce régime, ont fait quelque chose que seuls les Allemands avaient pu faire à l'époque? En 1941, ils ont appris aux Russes à haïr, et c'est passé de « on se bat contre les nôtres » à « ces salauds auront ce qu'ils méritent ». Et depuis 2022, ça s'est accentué d'après des témoignages de prisonniers de guerre. Ils disent qu'on a reçu l'ordre de tuer des prisonniers russes, de les mutiler, de faire des mises en scène macabres avec leur corps, puis de filmer le tout pour briser le moral russe. Bien sûr, tout ce que ça a produit, c'est l'effet inverse. Ça a rendu les gens encore plus furieux et beaucoup plus de volontaires sont arrivés. Vous avez l'attentat terroriste à Cracovie. United Nations de mes enfants a failli aller à ce concert. Je l'ai privé de sortie, il n'y est pas allé. La fille d'United Nations Amie a failli être tuée. Elle travaillait à ce concert. La seule raison pour laquelle elle est en vie, c'est qu'on l'a envoyée au 3e étage, parce que quelque United Nations ne s'est pas présenté. D'habitude, elle était à l'accueil. Elle aurait été tuée comme les autres. Bref, ce genre de choses n'effraie pas les Russes. On devient juste encore plus en colère.
et ça alimente la colère. Le niveau de rage est très élevé dans la société. Ces attaques de drones ne font qu'attiser cette colère. Ils veulent des résultats. Ils veulent Kiev écrasé, et c'est la critique numéro United Nations envers le gouvernement. Pourquoi allons-nous si lentement? Pourquoi ne l'écrasons-nous pas? La Russie n'est pas en économie de guerre. Environ 7% du produit intérieur brut est consacré à l'armée. En temps de guerre, ce serait entre 30 et 40% du produit intérieur brut. La Russie dispose d'United Nations potentiel de mobilisation d'environ 32 millions de personnes, tous les hommes et certaines femmes ayant une expérience militaire. La Russie a United Nations potentiel militaire gigantesque. Beaucoup de volontaires n'ont pas d'expérience militaire, donc le nombre de personnes avec une expérience militaire augmente effectivement. Pensez-vous qu'il y aura United Nations changement? M'en vite. Avec cette frustration et cette colère, pensez-vous qu'il va y avoir United Nations changement? C'est la critique depuis le début de l'ère Poutine et des généraux. C'est une guerre d'attrition lente qui s'éternise. Et maintenant on voit, peut-être pouvez-vous en parler, j'aimerais connaître les chiffres. Nous avons publié il y a quelques mois, dans cette émission, les gens n'étaient pas contents que nous révélions le nombre d'Ukrainiens tués dans cette guerre, le nombre de Russes tués, le nombre de civils tués, et je suis sûr que c'était il y a des mois, donc ces chiffres ont changé. Pouvez-vous évoquer peut-être les chiffres que vous connaissez? Esuvs, bien connu en Russie, le nombre de tués, de blessés, de victimes, et cela dure évidemment depuis le début de cette guerre, cette lente usure. Anticipez-vous United Nations quelconque changement? Voyez-vous une mobilisation massive ou United Nations mouvement vers United Nations coup final écrasant, où cela va-t-il rester une guerre d'attrition des United? Il y a beaucoup de pression, surtout de la part de généraux plus âgés, pour United Nations coup décisif. La Russie a environ 350 000 soldats près du théâtre des opérations, mais qui ne sont pas engagés. La Russie effectue aussi des rotations. Ainsi, United Nations Bataillon reste en première ligne pendant environ 6 mois. On les relève, on les reconstitue, puis le bataillon suivant prend la relève. On acquiert donc de l'expérience de combat de façon continue. Je ne peux pas donner les chiffres des pertes russes. De toute façon, je ne les connais pas précisément parce que c'est encore United Nations secret d'État, mais j'en ai une assez bonne idée. Je ne peux pas le dire pour des raisons évidentes. En gros, en moyenne, les Ukrainiens perdent entre 8 et 10 personnes pour chaque Russe. J'ai United Nations ami. Je l'interviewais. Il a été blessé. Il était dans l'infanterie d'assaut. Il a été blessé et après sa guérison, on l'a affecté aux équipes d'évacuation. Par équipe d'évacuation, j'entends les équipes de nettoyage du champ de bataille. Ce sont les gars qui y entrent pour récupérer les corps. Et au sud de Kupinsk, Kupinsk est totalement aux mains des Russes, quoi qu'en disent les Ukrainiens. Au sud de Kupinsk, il nettoyait le champ de bataille. Il a dit que c'était United Nations Front plus ou moins statique. Puis les forces russes ont percé. Je m'attendais à beaucoup plus de pertes du côté russe. C'est environ 10 contre United Nations. Les corps ukrainiens, ce que fait l'Ukraine, j'ai parlé à United Nations, autre ami qui était à Kharkov, là où les forces russes ont franchi la frontière, elles ont pris les positions en hauteur, et les Ukrainiens les attaquaient malgré leurs positions fortifiées, ce qui est justement le but, pousser les Ukrainiens à attaquer des positions fortifiées. Il a dit que devant ma position de combat, il y avait une plaine d'environ 2 km de large. Et ce que faisaient les Ukrainiens, c'était ce ramassage, l'infanterie, surtout si tu as moins de 30 ans et que tu es en forme. On te prend pour aller dans l'infanterie motorisée où ils te forment et te préparent United Nations peu. Tous les autres, les plus faibles, on les envoyait pour United Nations seul assaut. Tu sais, c'est tout ce qu'on attend d'eux, des recrues brutes qu'on envoie charger en masse. Et ce qu'ils faisaient, c'était d'envoyer 3 ou 4 vagues humaines de cette mobilisation. On ne peut même pas les appeler des fantassins. Une vague de chair contre leur position pour les affaiblir, puis lancer l'infanterie mécanisée, ceux qui sont entraînés pour percer. Il a dit, vous savez, ils avaient 2 kilomètres de terrain devant eux. Il a dit qu'on ne leur avait même pas vraiment tiré dessus. Ces types les déposaient là. Ils se lançaient à l'assaut et l'artillerie les détruisait à mi-chemin. Il n'en restait aucun vivant. L'artillerie les déchiquetait et ces gars n'étaient pas préparés. Ils ne sont pas entraînés. On leur donnait United Nations fusil. On leur montrait quel bout du fusil sert, ou le caler sur l'épaule,
et on les envoyait attaquer. Et c'est tout. Beaucoup de ces gars sont plus âgés. Il y a beaucoup d'alcooliques, de clochards. Ce sont eux qu'on a récupérés en premier, les proies faciles. Puis ils ont commencé à s'attaquer aux autres hommes. Et le nombre de femmes dans l'armée ukrainienne est d'environ 13,5%. Mais l'indicateur clé, c'est que la part de femmes en première ligne est passée de 5% l'an dernier à 7,5% aujourd'hui. Et il y a des signes, même s'ils n'attrapent pas les femmes dans la rue, partout on voit « tu es une femme, ton devoir est de te battre pour ton pays ». Ils se battent donc littéralement jusqu'au dernier Ukrainien. Tôt ou tard, ce sera l'Union hitlérienne. Désolé, l'Union Zelensky. Ils iront chercher des enfants de 10 ou 12 ans pour les pousser en première ligne, parce qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent clairement de l'argent avec ça. Et vous savez, encore une fois, nous avons évoqué les chiffres. Bien plus United Nations millions de pertes ukrainiennes, plutôt près de 2 millions. Oui, maintenant plutôt près de 2 millions. C'est une mise à jour. C'est mort. C'est mort. Waouh. Ces chiffres-là, je ne les connaissais pas. Les derniers chiffres que j'avais parlaient d'environ 1,3 million, mais plutôt proche de 2 millions d'Ukrainiens tués. Donc quand on voit maintenant ces vidéos de Colombiens, de Français, de Polonais, étosse qu'il y a encore des Ukrainiens impliqués dans ces attaques et on les voit être rassemblés par ces équipes de conscription. Mais diriez-y-vous, d'après vos sources au front, que ce sont les Russes qui combattent ou est-ce surtout des soldats de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, des soldats européens, des mercenaires d'Amérique latine? Oui, oui et oui. Et vous savez, la première fois que je suis allé au front, c'était le 24 décembre 2022. Nous sommes partis de Moscou. Il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Nous descendons dans l'oblast de Louhansk, près de Svatovka, et on se disait qu'au moins la grande camionnette blanche serait camouflée. Non, il n'y a absolument pas de neige. C'est tout vert ou de la boue brune. Et on roule sur une route plutôt élevée. Donc il y a une vallée entre nous et une rangée de collines. C'est la ligne de front. On arrive dans une vallée est-ouest, une ligne droite pour United Nations char. C'est United Nations tir facile. Environ 3 km. On se serait fait tuer et on avançait très lentement. La route est défoncée. Et quand on arrive enfin là, on rejoint ces gars. On apporte l'aide humanitaire et tout ça, et on a fini par passer la nuit sur place. Et on se trouvait à peut-être 500 mètres derrière la ligne de front. Et on entendait l'artillerie russe tirer de temps en temps. Je leur ai parlé de cette vallée. Je leur ai dit, c'est plutôt dangereux. Mais personne ne nous a tiré dessus ni rien. Ils demandaient, qui est en face de nous? Oh, oh, ce sont des Polonais. Attends une minute, le 24 décembre. C'est Noël catholique. C'est pour ça qu'ils ne nous tiraient pas dessus. Au retour, on a pris une autre route dans la vallée. Comme ça, ils ne pouvaient pas nous voir. Mais oui, dans cette zone. Et ils racontent que dès le premier jour, des Polonais étaient en face de nous. Ce ne sont pas des Ukrainiens. Et il y avait des prétendus mercenaires polonais, sauf que quand tout United Nations bataillon devient mercenaire, ce sont des Polonais qui faisaient des rotations pour combattre la Russie et gagner de l'expérience au combat. Et ils ont subi beaucoup de pertes. On estime qu'il y a European Union jusqu'à 10 000 Polonais tués dans ces opérations. Je ne pense pas qu'il y en ait autant maintenant. Mais il y a constamment des militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur place. Regardez, les gars au système d'artillerie à roquettes à haute mobilité sont des Américains. Quand United Nations de ces systèmes sautent, ce sont des Américains qui meurent. Ces batteries du système Patriot, une batterie Patriot au complet, compte 94 personnes. Il n'y a European Union qu'une ou deux batteries du système Patriot où des Ukrainiens ont été formés. Il faut United Nations 54 semaines pour former. Combien d'Américains, selon vous, ont été tués? Au moins 1000, à mon avis. Et cela inclut les forces spéciales. Il s'agit de types envoyés là-bas comme instructeurs. Ce sont des officiers et des états-en-major de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui ont été ici. Et ce sont des types qui sont, entre guillemets, des mercenaires. Je veux dire, il y a des mercenaires. Ne vous méprenez pas. Il y a plein de mercenaires américains. La plupart sont partis, ils ont survécu aux premiers affrontements. Ils sont partis parce qu'on leur avait promis United Nations Safari. On leur avait dit que les Russes prenaient la fuite. On racontait qu'ils vendaient leurs chars pour 10 000 $ et une bouteille de vodka. Et quand ils sont arrivés, vous savez, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Afghanistan. C'est une vraie guerre conventionnelle. Il n'y a pas de soirée pizza sur la base. Non, vous n'avez pas la supériorité d'artillerie. Bien au contraire. L'artillerie russe a toujours été de 7 à 10 pour United Nations par rapport à l'artillerie ukrainienne. La Russie avait la supériorité aérienne. L'aviation largue des bombes. Des chars arrivent vers vous. C'était une guerre totalement différente de la guerre d'insurrection qu'on a connue en Irak ou en Afghanistan.
Donc beaucoup de ces types sont partis. Les vrais mercenaires sont partis. Parce que United Nations mercenaires morts ne dépensent pas d'argent. Vous n'êtes pas là. Les gens venus pour des raisons idéologiques, c'est différent. Mais beaucoup sont arrivés sans entraînement militaire. Et les Ukrainiens les ont envoyés en première ligne dans United Nations hachoir à viande. Ils sont morts dès leur premier combat. Donc, vous voyez, voilà à quoi vous avez affaire. L'armée russe est aussi sérieusement réorganisée. Vous savez, United Nations, des problèmes de l'armée russe au début, c'est que chaque officier voulait sa gloire, parce qu'il pensait que ça allait être court, donc ils prenaient des risques qu'ils n'auraient pas dû prendre. Ils faisaient tuer leurs propres hommes en cherchant la gloire. Ça n'existe plus. Tout le monde comprend que c'est United Nations long combat et qu'il faudra faire preuve d'intelligence. Au début, rien que pour obtenir une mission de tir, une mission d'artillerie, il fallait faire signer 3 généraux pour ce genre de choses. Ça pouvait prendre jusqu'à 1 heure. Maintenant, si vous attaquez une position ennemie, d'accord, ce n'est pas idéal, mais vous pouvez attendre United Nations peu. Mais si l'ennemi vous attaque, vous avez besoin d'une mission de tir dans la minute, pas dans 3 heures. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir une mission de tir de missiles stratégiques en 10 minutes. L'artillerie est affectée. C'est United Nations, appel direct à l'artillerie, comme ça aurait dû l'être. Ils ont supprimé toute cette partie bureaucratique. C'est fini maintenant. Vous avez besoin d'une mission de tir, vous l'obtenez. Si vous avez de l'artillerie affectée, vous aurez des tirs entrants en quelques minutes. Comme je l'ai dit, vous pouvez obtenir United Nations Missile Iskander sur la cible en 10 minutes après l'appel, et c'est United Nations moyen de niveau stratégique ou de niveau théâtre d'opération. Ils se sont réadaptés. La dernière fois que j'y suis allé, l'armée russe réadaptait sérieusement sa stratégie de guerre de drones. Ils créent. Ça aurait dû être fait plus tôt, mais ça se fait maintenant. Ils créent des bataillons de drones. Parce qu'avant, chaque peloton, compagnie, bataillon avait sa propre section de drones. Les drones venaient de partout. Certains étaient fabriqués, d'autres apportés par des gens, et d'autres encore faits par eux-mêmes. Il y a European Union, différents entraînements, différents types d'équipements. Rien n'était standardisé. Et avec les drones, il y en a vraiment de très différents selon les missions. Il y a des drones de reconnaissance, des drones bombardiers qui larguent des mines ou des obus de mortier, des drones poseurs de mines qui minent les routes, des drones kamikazes, des drones de ravitaillement qui approvisionnent les soldats au front ou des civils. Ils servent aussi à guider les civils hors du champ de bataille. Donc, les missions sont très différentes. Il faut du matériel adapté, mais ces gens n'étaient pas organisés. Maintenant, tout s'organise au niveau bataillon. Il y a des compagnies spécialisées, des sections d'opérateurs de drones spécialisés, et ils standardisent la formation. Donc tout est organisé. Ça aurait dû être fait il y a 2 ans, mais ça se fait maintenant. Et c'est en place désormais. Et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai visité les centres d'entraînement, et c'est très sophistiqué. Ils modifient et impriment eux-mêmes des drones près du front pour tester ce dont ils ont besoin. Donc vous avez une nouvelle idée. Tiens, et si on faisait United Nations drone comme ça? Tu peux l'imprimer, l'assembler et aller le tester. C'est donc décentralisé à sa façon. Et si ça marche, le modèle peut être transmis à une usine qui se met à les produire. C'est incroyable. Donc littéralement, imprimer en 3 dimensions des drones à la volée dans ces bataillons pour appliquer et modifier ces innovations. C'est incroyable. La technologie évolue à toute vitesse. Je veux dire, cette technologie progresse à United Nations rythme incroyable. On dit toujours que la guerre est United Nations grand catalyseur pour ses progrès. C'est vrai, je vous laisse là-dessus. Vous avez été très généreux de votre temps. Comment pensez-vous que ça se termine, maintenant que le théâtre européen s'intensifie et que l'Europe prévoit d'agir contre la Russie? Pensez-vous qu'il y aura une fin à la guerre en Ukraine ou que cela va se transformer en United Nations conflit Europe contre Russie? Clayton, c'est la partie effrayante et on a presque plus de temps. On a une des 2 options maintenant, soit une guerre conventionnelle, soit une guerre nucléaire. Et ce n'est pas très rassurant. Ce que les Européens ont décidé, c'est de s'engager. Ils ne peuvent pas produire de chars car ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la production d'acier, ils n'ont pas le gaz dont ils ont besoin et tout le reste, mais ils peuvent construire des drones. Ils construisent des drones de niveau stratégique qui permettent des pénétrations profondes. Ils sont essentiellement petits. Ils peuvent atteindre la taille de petits avions Cessna. La plupart se situent entre les deux. Pour l'instant, les systèmes anti-aériens russes les gèrent. Il y a des plans et c'est public, donc je ne révèle aucun secret. Ils envisagent de construire des rangées de tours dotées de radars.
On peut faire United Nations radar bon marché qui couvre 10 km, puis United Nations autre 10 km, et ainsi de suite en rayon, et implanter ces tours partout pour avertir qu'United Nations engin arrive. La Russie est immense. On trouve toujours United Nations couloirs non couverts quelque part. Mais ils ont décidé de fabriquer en masse des drones stratégiques pour submerger le système russe. Et on a vu ce qui se passe quand ils pénètrent n'importe où. La première chose qu'ils frappent, en fait, ils vont aussi, ce n'est pas seulement les raffineries de carburant. La plupart du temps, ils ne frappent pas les unités de raffinage, ils visent les réservoirs de stockage de carburant, qui sont faciles à remplacer. Ils les laissent simplement brûler. Ils font United Nations grand spectacle de flammes et de fumée, mais ça s'éteint et on remplace la cuve en une semaine environ, on en met une neuve, et tout repart. Les raffineries, tu sais, des centaines de kilomètres de tuyaux, tout est sous pression. Les vannes sont informatisées. Dès qu'il y a United Nations Impact et que la pression chute, l'ordinateur ferme la vanne. Et c'est tout. Ensuite, on remplace la conduite ou la cuve endommagée. Donc c'est difficile de détruire une raffinerie. Je veux dire, ce sont des installations gigantesques. Mais ils ont visé les systèmes radars d'alerte précoce. Ils ont aussi visé les bombardiers stratégiques nucléaires. Ils viseront probablement les sous-marins nucléaires et les ports, si l'occasion se présente. Donc, à présent, si l'on considère que toutes les puissances nucléaires, sauf les États-Unis et Israël, ont une politique de seconde frappe, les États-Unis ont une politique de première frappe. Officiellement, Israël ne possède pas d'armes nucléaires, mais il adopte une politique de première frappe. Le problème avec les superpuissances nucléaires, c'est qu'elles ne perdent pas les guerres, elles exterminent tout le monde, si ça en arrive là. C'est la réalité d'une superpuissance nucléaire aveugle qui ne sait pas ce qui va arriver. Ce serait une chose si les États-Unis avaient une politique de seconde frappe, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis ont une politique de première frappe. Donc si on en arrive au point où la Russie est aveugle et ignore si elle va être frappée par des armes nucléaires des États-Unis, la logique nucléaire impose, s'en servir ou les perdre, soit attendre et se faire frapper, et si tu survis, tu pourrais peut-être riposter, soit la pression devient, n'attendez pas, on l'a encore, utilisez tout ce qu'on a. Et on ne contrôlera pas une ou deux frappes. Avec une superpuissance nucléaire aveugle, il y aura United Nations lancement massif de tout l'arsenal nucléaire, ce qui voudrait dire que pratiquement l'hémisphère nord serait anéanti, il ne resterait rien. Je veux dire, si on regarde de façon réaliste ce qu'une arme nucléaire fait, par opposition à ce que Hollywood en montre. Donc cela place la Russie devant l'une de deux options, soit frapper conventionnellement ses sites de production en Europe et risquer une guerre conventionnelle avec l'Europe, soit tergiverser encore quelques mois et finir dans une guerre nucléaire. Une guerre conventionnelle est évidemment préférable à une guerre nucléaire. Mais je pense que nous en sommes arrivés là, et les Européens semblent totalement inconscients de ce vers quoi ils vont. Ou peut-être que c'est exactement ce qu'ils veulent. Parce que regardez, l'Europe est dans une situation catastrophique. Ils ont une crise du carburant. Ils sont sur le point d'avoir une crise alimentaire. Leurs économies s'effondrent. Et, vous savez, comme le dit le dicton, quand tout échoue, on vous emmène à la guerre. N'estimez. La seule façon pour ces Européens, je les appelle des parasites consanguins de l'élite européenne, de se maintenir face à leur propre population, c'est de déclencher une guerre. Essayez d'expliquer à votre population pourquoi vous avez détruit leur culture, vous avez détruit leur économie, vous avez détruit leur mode de vie, vous les avez inondés d'immigrés qui n'ont rien en commun avec eux et qui ne s'assimilent pas, vous avez tout détruit. Ah, et vous vous êtes enrichis grâce à ça. Les gens ont tendance à s'énerver quand ils ont faim, quand leurs enfants sont affamés, ils deviennent vraiment furieux. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Nous sommes à United Nations, point très très dangereux. Et dans les deux cas, cela mène à la guerre. Il s'agit juste de savoir quel type de guerre. Où les gens peuvent-ils trouver votre... Je suis sur X sous le nom Stanis Kropivnik. On n'a pas pu mettre tout le nom. Nous les Russes avons de longs noms. Je suis sur YouTube sous le nom Mr. Slavic Man, tout attaché, Slavic avec United Nations K. Je suis sur Substack sous Zenmei Garenik. C'était le seul nom cool russe qui restait. C'est United Nations Dragon à 3 têtes dans la mythologie slave. Je suis sur Telegram. La chaîne russe s'appelle Stas Today Obrotno et la chaîne anglaise s'appelle Stas Was There. Nous mettrons tous ces liens ci-dessous. Vous savez, ça a été vraiment révélateur et fascinant aujourd'hui et j'espère que les gens prêteront attention à ce qui s'annonce. Des messages assez inquiétants sur la direction que prend l'Europe et le monde. La possibilité d'une guerre conventionnelle bien plus vaste contre la Russie, ou d'une guerre nucléaire. Et je pense qu'à ce stade, vous avez raison. C'est inévitable.
Si je peux ajouter une dernière chose, la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Europe. D'abord, la Russie représente 42% de l'Europe, si l'on parle du sous-continent européen. Nous n'avons pas besoin de plus de terres. Et nous avons la meilleure partie. Nous avons les terres noires, nous avons les minerais, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous nous battons en ce moment pour nos terres historiques que les communistes ont retirées à la Russie en créant l'État ukrainien dans les années 20 du siècle dernier. C'est pour cela que nous nous battons. Nous n'avons pas besoin de l'Europe. Nous ne voulons pas de l'Europe. Je veux dire, la partie non russe de l'Europe, c'est une économie effondrée. Pour la plupart des Russes, c'est une culture dégénérée. Il n'y a rien l'apartheid dont nous ayons besoin. Si on veut voir de vieux châteaux, on prend United Nations billets, on y va en touriste, on s'émerveille, on achète des souvenirs et on rentre. Personne ne veut envahir l'Europe. Aux Européens, par exemple, j'ai des amis en Irlande. On leur raconte que les Russes vont traverser l'Europe, nager jusqu'en Irlande et prendre le pays. Pourquoi voudrions-nous faire ça? Pourquoi? United Nations, peu de logique. Pourquoi? Nous n'avons besoin de rien là, papa. La triste vérité. Ou peu va être une vérité heureuse. Et Vladimir Poutine l'a dit à maintes reprises, mais bien sûr, la propagande continue. Stas, ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup pour cela, c'était vraiment éclairant. J'ai beaucoup appris, donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé Redacted. Nous serions ravis que vous vous abonniez à la chaîne. C'est totalement gratuit si vous voulez nous suivre ou vous abonner. Et si cela vous a apporté quelque chose, pensez à partager cette vidéo avec United Nations amis ou United Nations proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, à la prochaine.